Le futur État d'Israël va souffrir jusqu'aujourd'hui de cette carence démographique. La Shoah non seulement n'a pas créé l'État d'Israël, mais elle a failli faire en sorte qu'il ne voit jamais le jour. La population arabe ou la population juive qui habite cette contrée ne parle pas de Palestine à aucun moment. La Nakba signifie catastrophe, signifie la création d'Israël. La création de l'État d'Israël est-elle une conséquence de la Shoah ? Non, le sionisme est né d'une redéfinition nationale et sécularisée de l'identité juive. La volonté des sionistes à partir de la première aliyah 1882, c'est de créer un foyer national juif, un État national juif, pour recréer une identité juive beaucoup plus forte, avec d'autres contours beaucoup plus laïques, entre autres, mais ça n'est pas uniquement pour fuir l'antisémitisme. À l'origine de l'État d'Israël, d'abord et avant tout un mouvement sioniste qui commence déjà au sein même de la Palestine juive, dans les années 1860-70, qui est rejoint par le mouvement sioniste extérieur qui est né essentiellement en Russie, à partir de la première aliyah, et puis par des vagues d'immigration, il y en a 5 exactement entre 1882 et 1939, qui vont mettre sur pied ce foyer national juif qui va passer en gros de 50 à 60 000 personnes en 1890 à environ 470 000 personnes en 1939. Ça a énormément augmenté, même si pendant ce temps-là aussi, la démographie arabe a beaucoup augmenté. En 1940, avant que commence la Shoah, toutes les futures institutions du futur État d'Israël, elles sont déjà en place. Tout existe déjà, aussi bien le syndicat Histadrout, que la force de défense, la Haganah, que la sécurité sociale, la Coupat Cholim, que l'équivalent de la Croix-Rouge pour les Juifs, c'est le Magen David Adom, l'université hébraïque de Jérusalem, les lycées qui enseignent en hébreu, le premier a été fondé en 1906, l'université hébraïque a été fondée en 1925, le syndicat en 1920, la Coupat Cholim, la fameuse sécurité sociale en 1920, et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Si la Shoah a un rôle à jouer dans la création de l'État d'Israël, c'est plutôt un rôle négatif. C'est-à-dire que la Shoah a failli faire en sorte que l'État d'Israël ne voit pas le jour, pour 2 raisons. La première, parce que comme Ben Gurion, chef de l'exécutif juif en Palestine, le disait très justement pendant la guerre, en 1942-1943, qu'on allait lui objecter demain, avec la disparition des Juifs d'Europe, que l'État juif ne serait plus nécessaire. À quoi bon un État juif, puisque de toute façon le peuple juif a été exterminé d'Europe et l'Europe est le foyer principal du peuple juif dans le monde. Ce qu'on a oublié, nous, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est même pas 15% des juifs du monde. Les 2 gros foyers de peuplement aujourd'hui, c'est les États-Unis et Israël. La deuxième objection, c'est que tout simplement les gros bataillons des mouvements sionistes, que ce soit le Gordonia, le Bétar, le Dror, le Hashomer Hatzair et d'autres, qui étaient candidats pour venir en Palestine juive, renforcer le foyer national juif, c'est probablement plusieurs centaines de milliers de jeunes entre 17 et 25 ans sont morts. Et donc le foyer national juif, le futur État d'Israël, va souffrir jusqu'aujourd'hui de cette carence démographique. Donc à la limite, la Shoah non seulement n'a pas créé l'État d'Israël, mais elle a failli faire en sorte qu'il ne voit jamais le jour. En revanche, le seul point sur lequel tous ceux qui tiennent absolument à avoir un lien entre la Shoah et l'État d'Israël ont raison, c'est que la Shoah a donné à l'État d'Israël un lien de légitimité, beaucoup plus fort. Donc, ça n'est pas un lien de causalité, mais c'est un lien de légitimité. Le fait est qu'aujourd'hui, le lieu le plus visité en Israël, après le mur occidental, le Kotel, c'est Yad Vashem. Ce qui n'était pas vrai il y a 50 ans. La Shoah n'avait pas la place centrale qu'elle a aujourd'hui dans la conscience nationale israélienne. Quid de l'exode des Palestiniens ? Qui appelait-on les Palestiniens avant 1914 ? En fait, avant cette date, on est donc dans l'Empire ottoman. La Palestine est divisée en plusieurs provinces, les unes rattachées directement à Istanbul, c'est Jérusalem, d'autres rattachées à Damas ou à Beyrouth. La population arabe ou la population juive qui habite cette contrée ne parle pas de Palestine à aucun moment. Les Juifs parlent d'Eretz Israël. Le mot Palestine ne figure pas dans leur texte, et pour cause, le mot Palestine a été imposé par les Romains au IIe siècle de notre ère pour déjudaïser la province. Et les Arabes, aussi bien musulmans que chrétiens, n'emploient pas non plus le mot Palestine, qui est un terme occidental, un terme des Romains que les Occidentaux ensuite ont gardé jusqu'à nos jours. Ils parlent, eux, de Syrie, et quand on leur demande de préciser les contrées qui vont de Hebron, Jérusalem, Jaffa, etc., ils vont parler de Syrie du Sud, en arabe, Souria al-Janoubiya, mais c'est seulement les termes qu'ils emploient. Mais ils n'emploient pas d'autres termes. Et ils seraient très étonnés si on leur disait en 1914, on disait à un paysan des environs de Jaffa ou des environs de Ramallah qu'il est palestinien. Ça ne veut strictement rien dire pour lui. Même chose pour un juif.
En revanche, avec le mandat britannique à partir de 1922, dans la mesure où le mandat britannique a aussi pour but de créer un foyer national juif sur une partie de la Palestine mandataire, ce qu'on va appeler palestiniens, ça réfère essentiellement aux juifs. Et on le voit par exemple à la Foire internationale en 1925, bien, le pavillon palestinien, c'est un pavillon avec des caractères hébraïques et des produits des différentes moshavot hébraïques, etc. de l'époque. Et quand vous regardez le dictionnaire français Petit-Larousse 1939, à la page des drapeaux, le drapeau Palestine, c'est un drapeau bicolore avec en son centre un Magen David, une étoile de David en couleur or. En fait, Palestine renvoie pendant très longtemps au foyer national juif. Et c'est plus tard, avec les combats de 1936-39 et surtout de 1948, que le nom palestinien va s'attacher bien davantage à la partie arabe, les juifs, eux, ayant adopté le nom d'État d'Israël le 14 mai 1948. Quid de l'exode des Palestiniens? Ce que les Palestiniens eux-mêmes appellent la Nakba, le mot a été utilisé pour la première fois par un professeur d'histoire à l'université de Beyrouth en 1948, signifie catastrophe en arabe. Et la catastrophe ne signifie pas seulement l'exode des Palestiniens, signifie la création d'Israël. C'est un double sens. La création d'Israël conjuguée à l'exode des Palestiniens. Alors de quels Palestiniens s'agit-il? Et de combien de personnes parle-t-on? En 1947, quand les Nations Unies prennent la recommandation de créer 2 États en Palestine, un État juif, un État arabe, le rapport démographique est le suivant. Il y a 2 millions d'habitants en tout entre la mer et le Jourdain. Sur ces 2 millions d'habitants, il y a environ 650 000 juifs et 1 250 000 arabes. 88% de musulmans, 12% de chrétiens et également la minorité druze, qui est importante, en particulier dans le nord du pays. La Nakba va concerner l'exode, va concerner non pas la totalité de la population arabe de Palestine, mais 750 000 personnes. C'est le seul chiffre sur lequel tous les belligérants sont d'accord. C'est donc pas la totalité des 1 250 000 arabes de Palestine, c'en est en tous les cas une part très importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ces 750 000 Palestiniens, une partie ont été expulsés par les Israéliens, par les forces de défense israéliennes, qui s'appelle l'Haganah et qui va s'appeler à partir du 26 mai 1948 Tsahal, l'armée de défense d'Israël, et une partie, environ 350 000, a tout simplement fui les combats, comme n'importe quelle population civile dans la guerre, et 400 000 environ ont été expulsés, et les Israéliens les ont empêchés de revenir et ont détruit leur village. 400 villages palestiniens ont été détruits par les Israéliens. Alors comment en est-on arrivé là? Il faut évidemment revenir à tout ce qui s'est passé déjà au moins 50 ans en avant, à partir du moment où, le 29 novembre 1947, les Nations Unies recommandent la création de 2 États en Palestine, donc le partage. Dès le 30 novembre, la guerre commence entre Juifs et Arabes. C'est une guerre impitoyable où, du côté arabe, il n'y a aucune distinction entre civils et militaires, entre enfants et adultes, c'est-à-dire que tous sont coupables d'être là, et donc quand, dans ce peuplement en archipel qu'est le peuplement juif en Palestine, quand vous regardez la carte, qui ressemble à une sorte de N, avec la première barre du N, c'est la côte, qui va de Jaffa à Haïfa. La barre transversale part de Haïfa au lac de Tibériade, et le N, la troisième barre qui remonte, elle part du lac de Tibériade et elle longe la frontière syrienne, enfin l'ex-frontière syrienne, au pied du Golan, si vous voulez. Et c'est là qu'est situé un peuplement juif en archipel qui n'est pas du tout homogène, et donc le point faible des Juifs, c'est précisément les routes. Un certain nombre de régions juives sont isolées les unes par rapport aux autres, certaines sont assiégées, et les convois qui sont chargés de les ravitailler, de casser le blocus, entre autres vers Jérusalem, mais pas que Jérusalem. En Haute-Galilée, le kibbutz Yechiam par exemple, dans le sud, au sud de Jérusalem, le bloc d'implantation qu'on appelle le Gush Etzion, sont des blocs isolés. Tous les convois qui tombent en embuscade entre janvier et mars 1948 sont exterminés. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a des enfants, énormément de civils, ils ont des convois de ravitaillement, il y a aussi les médicaments. Tout est absolument volé, mais surtout, il n'y a aucun prisonnier. Et à plusieurs reprises, les prisonniers juifs aux mains des milices palestiniennes sont exécutés. Je parle bien sûr des civils, mais je parle également des militaires. Un exemple qui est important, il y a eu un massacre commis par les troupes juives dans le village arabe de Dir Yassin, à côté de Jérusalem, côté ouest, à côté du quartier de Givat Shaoul. Les troupes de l'Irgun, milice dissidente, liée au mouvement bêtard de Menachem Begin, et donc de Jabotinsky. Enfin, Jabotinsky était mort à cette époque-là. Les troupes de l'Irgun ont massacré 25 de leurs prisonniers après leur reddition. C'est un crime de guerre, un vrai crime de guerre.
simplement sans excuser ce crime de guerre que la Haganah, que les troupes juives ont condamné, que l'exécutif juif a condamné. Contexte, ce drame s'est produit la veille, le 8 avril, où dans les combats du village Al-Kastal, le principal chef palestinien, qui vient d'une grande famille, la famille des Husseini, la famille du Moufti, Abdelkader al-Husseini, qui est un homme estimé de tous, respecté, vénéré, un très grand chef de guerre, est tué dans les combats, tout simplement. Et de rage, les miliciens palestiniens massacrent leurs 50 prisonniers juifs. Le lendemain, les hommes de l'Irgun qui commettent ce crime de guerre ont sans doute cette horreur en tête. Je ne les excuse pas en disant cela, j'essaie simplement de replacer dans un contexte. 4 jours après ce qui s'est passé, à Dir Yassin, le 9 avril, le 13 avril, un convoi de la Croix-Rouge israélienne, dont on l'appelle le Magen David Adom, monte vers l'hôpital Hadassah, qui est assiégé, pour ravitailler en nourriture et surtout en médicaments un certain nombre de malades. Ce convoi traverse une zone largement tenue par les Anglais, qui n'ont pas encore quitté la Palestine, et il tombe dans une embuscade alors qu'il est encore dans Jérusalem, dans le quartier de Sheikh Jarrah, à la sortie de Jérusalem. Une mine explose, donc le convoi est immobilisé, et à ce moment-là commence l'assaut qui va durer 5 heures. Et 75 membres de ce convoi, dont beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, quelques malades là-dedans, sont purement et simplement assassinés, brûlés vifs. Et les Anglais n'interviennent qu'au dernier moment, alors que la Haganah a demandé à intervenir elle-même, ils ont refusé, a demandé à ce qu'elle intervienne, ils ont refusé, ils n'interviennent qu'en fin d'après-midi, mais c'est déjà bien tard, et il n'y a que quelques rescapés de ce massacre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le combat étant inexpiable, d'une part, il n'y a pas de prisonniers, et il n'y a aucune distinction entre civils et militaires, entre enfants, adultes, femmes ou hommes. Bon. Et à partir du moment où la population arabe, en tenant les villages de hauteur, peut couper les routes et donc menacer l'intégrité, tout simplement la continuité du territoire, du futur territoire de l'État juif. Il est évident que les Juifs qui passent à l'offensive à partir du 1er avril 1948 sont décidés à ne pas laisser derrière leur ligne des hommes et des femmes qui ont prouvé par la cruauté terrible des combats qu'ils ne feraient pas de cadeaux, et qui ont prouvé que s'ils restaient derrière leur ligne, ils seraient demain une 5e colonne qui les trahirait le premier moment venu. Conséquence de cette volonté d'épuration ethnique voulue par les Arabes contre les Juifs, qui s'est retournée contre eux, à savoir que cette fois, ce sont les Juifs qui les ont mis dehors pour ne pas avoir à supporter une 5e colonne qui rendrait leur État non viable le lendemain. Ce qui a traumatisé les Israéliens et qui a radicalisé leur position, ce sont les massacres qui ont eu lieu. C'est le massacre de tous les combattants d'un kibboutz qui s'était rendu au sud de Jérusalem, qui s'appelle Kfar Etzion, dans le Gush Etzion, le jour même de la proclamation de l'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948. Les défenseurs de Kfar Etzion, d'où les femmes et les enfants avaient été évacués déjà depuis plusieurs semaines, se sont finalement rendus et les défenseurs, pratiquement près de 200 personnes, ont été d'abord photographiés par les miliciens et ensuite ils ont été assassinés, tous. Donc ce type de massacre, si vous voulez, a radicalisé la position israélienne et a entraîné l'une des causes profondes de la Nakba, à savoir que dans la mesure où la partie palestinienne s'était comportée de cette façon-là, elle avait ruiné toute chance de coexistence, elle avait entraîné elle-même finalement ce qui allait lui arriver. La conséquence immédiate, c'était qu'on ne pouvait plus partager le même pays avec des gens qui avaient commis ce type de tragédie, ce type d'horreur.